Bonjour et bienvenue à tous dans Invitation au voyage, votre rendez-vous quotidien d'évasion. Alors aujourd'hui, où est-ce que je vais vous entraîner? Mystère. Enfin, un mystère de courte durée. Regardez. Ces immenses marais, on les trouve au nord-est de l'Argentine. On s'y enfonce dans la boue, on y croise des caïmans et des marchands d'esclaves. Et ce sont bien eux les prédateurs les plus redoutables pour les Indiens Guarani. Dans ce territoire hostile, les pères jésuites sont arrivés avec comme seules armes une croix et leur foi. Nous verrons dans l'héritage comment ils ont réussi à vivre avec les Guarani, ensemble et en autosuffisance. Vous vous souvenez du film Mission avec Robert De Niro et Jeremy Irons? Eh bien nous, aujourd'hui, on va faire mieux que cette superproduction hollywoodienne. On va vous raconter la vraie histoire des missions. Et pour ça, on part en Argentine tout de suite pour l'héritage. Le nord-est de l'Argentine, terre inhospitalière et sauvage, est le territoire des Indiens Guarani. À l'aube du XVIIe siècle, les pères jésuites s'y aventurent à bord de grands radeaux. Ils viennent à la rencontre des peuples autochtones de cette région, déjà colonie espagnole, afin de créer les premières missions. Ces missions ont pour but d'évangéliser les Indiens, mais aussi de les protéger de la violence de l'esclavage. C'est l'enthousiasme qui a poussé les jésuites à voyager jusqu'ici. Certains sont venus en canoë, d'autres équipés de chevaux. Ils étaient armés. Certains sont même venus à pied en ayant de la boue jusqu'ici. Ils ont surmonté beaucoup de difficultés et ont dû affronter des animaux sauvages. Il leur a fallu beaucoup de chance pour atteindre cette région. Dans ces lieux reculés, les missionnaires, qui bien souvent ne voyagent qu'à deux, établissent le contact avec les populations locales. Les missionnaires recherchaient des terres fertiles, mais aussi des Indiens pour les convertir à leur foi. La population autochtone, les Guarani, vivait en nomades dans la jungle. Mais sur ces terres argentines, tout ne va pas se passer comme les pères jésuites l'auraient voulu. La Compagnie de Jésus a été fondée en 1540 par un Espagnol, Ignace de Loyola. Un humaniste qui s'oppose à la violence faite aux Indiens du Nouveau Monde. À cette époque, Charles Quint, alors roi d'Espagne, organise en 1550 la conférence de Valladolid, qui doit répondre à une question cruciale. Les Indiens sont-ils des êtres inférieurs que l'on se doit de soumettre? Après des mois de débats, juristes et théologiens n'arrivent pas à s'accorder. Certains justifient les guerres de conquête, tandis que d'autres prônent la conversion pacifique. C'est le cas des membres de la Compagnie de Jésus qui obtiennent le privilège de créer ainsi en Argentine les premières missions. Elles s'appellent Reducción, issues du latin reducere, regrouper. On sédentarise alors des Indiens volontaires pour partager la vie et la foi jésuite, comme ici, dans l'une des plus importantes missions, San Ignacio Mini. C'est une expérience remarquable. Une expérience où l'on cherche, dans un contexte historique très conflictuel, comment intégrer des indigènes au monde colonial espagnol. Ici, les indigènes ne sont soumis ni au travail forcé, ni à l'esclavage. Les Indiens vivent dans des villages organisés, dirigés par le chef de leur communauté. Mais ils produisent et réalisent l'objectif qu'avait pour eux la couronne espagnole, c'est-à-dire l'évangélisation de l'Amérique. Cernés par un gigantesque mur d'enceinte, les missions protègent les populations autochtones contre les marchands d'esclaves puissamment armés venant du Brésil ou du Paraguay voisin. En échange de leur conversion au catholicisme, les jésuites offrent aux Guarani la sécurité, mais aussi le gîte et le couvert. Et si on s'inspire de l'habitat traditionnel amérindien,
d'autres pratiques pourtant sont découragées, voire interdites. Ils imposent un nouveau modèle familial, la parfaite famille catholique monogame. Chacune est installée dans un logement cloisonné. Ces séparations, que l'on peut voir ici, délimitent l'espace de chaque famille monogame avec le père, la mère, le mari, la femme et leurs enfants qui vivent ici. Tous reçoivent le même logement, tous reçoivent la même quantité de nourriture et les mêmes vêtements. Tout cela est fourni par la communauté aux familles autochtones. Et comme dans les autres missions, la vie s'organise autour d'une grande place carrée. Quand on arrive ici, on découvre un espace plein de symboles, comme cette grande place au cœur de la structure de la mission. L'église marque l'entrée principale qui menait vers la mission. La première chose qu'on voyait, c'était sa façade majestueuse. Et de l'autre côté de la place, on trouve le cabildo, la maison des chefs coutumiers indiens, symbole du pouvoir autochtone. Alors se met en place un mode de gouvernance totalement novateur, un semblant de pouvoir indigène et consenti. Un conseil autochtone siège et un quartier est dédié aux chefs coutumiers à 2 pas de l'entrée de l'église. Cette façade est très intéressante parce qu'on peut y voir du baroque européen combiné à des éléments typiquement amérindiens. Par exemple, ici, on voit un ange qui tient dans une de ses mains un drapeau, un fanion, et dans l'autre, un plant de maïs. C'est un détail intéressant parce qu'il nous montre comment les Guaranis ont participé à la conception et au choix des motifs. Attentifs à la culture guarani, les jésuites autorisent les Indiens à représenter dans la statuaire ornementale leurs icônes. Des fleurs de maté ou sur le fronton d'une porte, le colibri offrant une fleur, figure majeure de la cosmologie guarani. Peu à peu, la mission devient l'une des plus florissantes. C'est un espace étonnant par sa grandeur, car ici pouvaient se réunir 2000, 3000, 4000 personnes pour assister aux offices religieux. Comme il n'y avait ni siège ni banc, la population assistait à la messe debout. De fait, l'église était le bâtiment le plus imposant de la mission. Avec le temps, cultivant les terres, les communautés vivent ici en autosuffisance. La réussite des jésuites s'affiche. Fins diplomates, bien éduqués et dotés d'une grande ambition, ils se rapprochent des hommes de pouvoir. À Buenos Aires, ils érigent Las Manzanas de las Luces, le quartier jésuite. Ici rayonne l'imposante église baroque Saint-Ignace, en hommage au père fondateur de la compagnie de Jésus Ignace de Loyola. Jouxtant l'église, ils bâtissent l'une des premières universités du Nouveau Monde. Excellents pédagogues, les jésuites forment l'élite du pays. Et au centre de cet ensemble, un cloître colossal sur 2 niveaux, la Procuraduría. C'est ici que l'on tient les comptes d'émission et que sont commercialisés les produits agricoles venus des possessions jésuites. Ici, l'intendant réceptionnait tous les produits et les revendait en les envoyant vers le Pérou et le Brésil, notamment grâce au réseau de canaux, aux fleuves et aux ports. Tout ce commerce a financé le collège jésuite Saint-Ignace et faisait fonctionner l'église et le collège dans ce quartier. La Procuraduría a été le dernier édifice à être bâti. Sa construction date de 1730. L'utopie jésuite, c'était avant tout l'évangélisation. À une plus petite échelle, ce n'était pas seulement prêcher la parole de Dieu, mais surtout organiser les hommes et veiller à la dignité humaine.
Tout cela, ils l'ont enseigné. Par exemple, le travail était pour eux une façon de s'organiser et de devenir indépendants. En 1730, la Compagnie de Jésus rassemble plus de 150 000 Amérindiens répartis dans 30 missions. L'ordre prend une place de première importance dans la colonie espagnole et s'affranchit de tous les pouvoirs. La puissance et l'indépendance des Jésuites commencent à inquiéter jusqu'au Vatican. On parlait de ces missions jésuites comme d'un État à l'intérieur d'un État. On peut dire qu'à l'époque, cela représentait même une menace, car les jésuites mettaient en place un système de production communautaire basé sur la solidarité, alors que le monde commençait à se transformer et tendre vers le capitalisme. C'était en opposition totale avec ce monde fermé et autosuffisant des jésuites. Et, vu de l'extérieur, ils avaient du pouvoir. En 1767, Rome et le royaume d'Espagne expulsent les jésuites. Les Guaranis sont livrés à eux-mêmes. Les colons prennent la main dans les missions sans succès. En peu de temps, la forêt ensevelit les sculptures des Indiens et l'utopie jésuite. De nombreux Guaranis trouvent alors refuge dans les impénétrables marais de l'Esteros del Ibera. Dans les alentours, ils développent de nombreux villages, comme celui de Loreto. Pendant cette fuite qui fut difficile, pénible et pleine de privations, comme le racontent encore les descendants de Guarani, ceux-ci ont emporté avec eux des statues. C'était leur trésor le plus précieux. Ces statues étaient celles qui avaient été sculptées dans les missions jésuites. D'une certaine manière, elles sont comme une synthèse de la cosmologie guarani et du projet d'évangélisation de la Compagnie de Jésus. À Loreto, chez certaines familles descendantes de Guarani, comme les Chuca, on conserve de véritables trésors. Des statuettes de bois du XVIe siècle sculptées par leurs ancêtres sous la direction des jésuites. Il y a quelque chose de très important ici. On retrouve un incroyable mélange de représentations. Dans ces oratoires familiaux, on a de nombreuses petites statues. À Loreto, il y a beaucoup de petits hôtels comme celui-ci, où l'on trouve des statues qui proviennent des missions et qui sont placées à côté de statues plus récentes. Ces images sont arrivées ici durant l'exode guarani et elles se transmettent de génération en génération. Elles sont envoûtantes. On dit qu'elles ont fasciné les Guaranis. À Loreto, comme dans d'autres villages, on continue de veiller sur l'héritage des jésuites. Rétabli au début du XIXe siècle, l'ordre est aujourd'hui présent dans 112 pays et reste le premier ordre missionnaire mondial se consacrant essentiellement à l'éducation. Et comme un clin d'œil, près de 250 ans après leur dissolution, c'est le cardinal argentin Bergoglio qui devient le pape François, un homme issu de la congrégation jésuite. Et voilà, c'est la fin d'Invitation au voyage pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis bis bald.